Jeudi de midi à midi 30, Flash News était mon Insta. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible. Dis-moi la question minée de théorie avec nos chroniques stars. Et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs. Dis-moi, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, la question minée de théorie avec notre chronique star. Et puis la météo de l'IA. Bonjour, nous sommes jeudi, il est midi pile, je peux pas, j'ai IA, c'est parti. Et c'est parti aujourd'hui avec les Flash News. Flash News, on va partir à la campagne. Les IA à la campagne. Flash News numéro 1. Vous connaissez sans doute Xavier Niel. Xavier Niel investit à la campagne. Hectare est un chatbot destiné à simplifier la vie des agriculteurs. Il permettra à ces derniers d'automatiser les tâches à faible valeur ajoutée, d'embaucher plus facilement, de remonter les infos du quotidien pour être en mesure de prendre des décisions plus éclairées et partager du savoir. Le mot de Xavier Niel, l'Europe est la première puissance agricole du monde. Tout comme l'industrie et les services, l'agriculture doit s'approprier l'intelligence artificielle et en faire un facteur de compétitivité majeur. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter Hectare. Flash News numéro 2. Mira Murati is back avec Thinking Machine. L'ancienne CTO de OpenAI, qui avait brièvement remplacé Sam Altman en novembre 2023, on s'en souvient, et qui 6 mois plus tard a posé sa dème pour poursuivre des projets personnels, eh bien Mira revient avec Thinking Machines. Thinking Machines, c'est un projet de recherche et de produits dans le domaine des intelligences artificielles. Tiens donc. Comme un certain Ilya Sutskever, dont nous parlerons un petit peu plus tard d'ailleurs. Mais Mira Thinking Machines, c'est quoi? C'est une start-up qui se focalise sur la collaboration humain-IA, tout en maintenant de hauts standards de sécurité. Ah bah ça aussi, on va en reparler très bientôt. À noter que Mira s'est entouré de top talents venant de chez Google, Meta, OpenAI, Anthropic et même Mistral. Que du beau monde. Numéro 3, Flash News numéro 3. Alors, on passe justement à Mistral. La reine de Saba by Mistral. Mistral s'attaque au marché arabophone avec un modèle spécifiquement entraîné appelé Mistral Saba. Les performances de Mistral Saba pour des contenus en langue arabe sont nettement supérieures aux autres modèles, comme vous pouvez le voir ici sur l'écran. De Mistral, donc les modèles de Mistral, vous voyez donc en orange c'est Mistral Saba, vous avez Mistral Small 3 qui est en jaune juste à côté, donc vous voyez que Mistral Saba pour ce qui est arabic-centric, en tout cas on a des performances qui sont nettement supérieures avec Mistral Saba, mais également supérieures au modèle de OpenAI et même que Jaïs 40B. Jaïs 40B c'est un modèle natif en langue arabe qui était jusque-là considéré comme le meilleur, le plus performant dans cette langue. Arthur Mensch, CEO de Mistral, cultiverait-il l'espoir d'attirer les investisseurs du Moyen-Orient? C'est fort possible. En tout cas, on lui souhaite bonne chance et bravo pour les performances atteintes par Mistral Saba. On passe. Ah bah vous voyez, j'avais oublié complètement de mettre. Ah non, j'avais mis. Voilà. Alors, je vous rappelle que les Flash News sont désormais sélectionnés en collaboration avec la communauté Ask and Solve de Elodie Hughes. Donc, merci à la communauté d'avoir partagé ces news. Vous voyez, il y a du level, on a vraiment des news qui sont très sympas. On passe à la question du jour. La question du jour, vous avez bien entendu tous lu mon post de ce matin. IA versus IH, le match du siècle, mais est-ce vraiment un combat? Et donc, j'ai laissé Claude répondre à cette question. Et j'étais assez surpris parce que Claude est très mesuré. Et n'est pas du tout partial, c'est logique, au niveau des IA. Vous savez qu'au niveau des IA et d'IH, il y a
de l'intelligence humaine, il y a énormément de gens qui vont faire s'opposer les deux. On va se faire manger par les IA vont nous remplacer. Et ce que suggère Claude, et ce que je suggère, ce que je défends, vous le savez dans toutes mes conférences, dans toutes mes interventions, c'est l'IH1. Le concept d'IH1, c'est quoi? C'est l'intelligence humaine augmentée. Donc en fait, vous changez de perspective, plutôt que de faire se combattre en fait IA et IH, vous changez de perspective, vous placez l'IA en dessous de l'IH et vous boostez l'IH grâce à l'IA. Et c'est ce que je fais tous les jours, lorsque je fais des offres de prix, lorsque je génère du contenu, je me fais toujours assister pour aller plus loin, pour aller plus vite, par des outils d'intelligence artificielle qui sont pertinents et qui sont bien choisis par rapport aux tâches que je leur donne. Et donc, ça me permet d'aller plus loin, de faire plus de choses, de les faire mieux. Et c'est ça, en fait, l'intelligence humaine augmentée. Donc, question du jour, à débattre, bien entendu, en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez tout comme moi et tout comme Claude? Claude ne pense pas, mais bon, voilà, que l'intelligence humaine va être augmentée par l'intelligence artificielle, ou bien qu'il y a vraiment un danger, comme beaucoup le défendent, en tout cas le prétendent, que les intelligences humaines, donc nous, soyons un jour remplacés par les intelligences artificielles. On en débat dans les commentaires. En attendant, on va passer à la démo du jour. Et la démo du jour, je vous en ai parlé déjà cette semaine, on va parler de compare2.ia. Donc, vous avez vu, le ministère de la Culture propose gratuitement 23, en fait c'est 22 modèles IA, dont GPT-4o, Qwen 2.5, Claude 3.5, Gemini 2.0, Mistral et d'autres, pour les comparer. L'objectif du ministère de la Culture, parce que c'est une initiative de le ministère de la Culture français, l'initiative est dans le but, en fait, est lancée dans le but de pouvoir déterminer quelles vont être les IA qui sont les plus respectueuses de la langue française. C'est pour ça que c'est le ministère de la Culture. Eh bien, moi, je vous propose, puisque je vous en ai déjà parlé, mais je vais vous proposer de tester en direct. Donc, j'ai déjà lancé quelques prompts. Je vais revenir tout au début donc, de l'écran d'accueil. Donc, on est ici sur l'écran d'accueil. Vous voyez que c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire, rien du tout. Vous allez accepter les modalités d'utilisation. Vous allez les lire si vous le souhaitez, c'est mieux quand même. Et vous commencez à discuter. Et là, on a un écran où on peut lancer un prompt et on va sélectionner les modèles. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut sélectionner les modèles selon plusieurs critères. On peut sélectionner manuellement, on peut sélectionner des modèles économes, on peut sélectionner des modèles petits contre grands ou de manière tout à fait aléatoire. Ici, je vais prendre une sélection manuelle et il y a une raison pour laquelle je vais faire ça. Et vous savez que j'utilise beaucoup Claude pour la rédaction. Et le plus connu, c'est évidemment GPT-4o. Donc, je vais sélectionner ces deux modèles. Voilà, c'est fait. Je vais prendre quelques petits prompts que j'ai, alors très simple, hein, je vous rassure, que j'ai préparés. Comment l'IA peut-elle aider les agriculteurs à être plus performants? Tiens donc, ça vous fait penser à quelque chose peut-être? Voilà, je copie mon prompt. C'est parti, on envoie à GPT et à Claude. Vous allez voir que les deux IA vont répondre en parallèle. Donc évidemment, Compare.IA envoie des requêtes API vers les deux modèles. Le modèle B va beaucoup plus vite. Par contre, le modèle A est beaucoup plus complet. Et, surprise, donc moi, à la vue des deux, connaissant Claude comme je le connais, connaissant ChatGPT comme je le connais, je me dis, OK, là, c'est un petit peu lent, mais vu l'aspect complet de la réponse, je pencherai pour que le modèle A soit Claude. Je ne le sais pas au départ. C'est ça qui est intéressant aussi. Une fois qu'on a les deux réponses, donc le modèle A qui est un petit peu lent, sans doute ChatGPT, on va voir. Le suspense reste entier. Voilà. Maintenant, je vais donner mon feedback et en fait, le modèle A me semble le plus pertinent. Pourquoi? Parce qu'il est plus complet et la mise en forme est plus claire. D'accord? Ici, on a des 1, des 1, des 1, des 1. Je me dis, ça, c'est sûrement ChatGPT. Eh bien, passer à la révélation des modèles, qui est qui? Et là, surprise, c'est GPT-4o qui a apporté une réponse qui était nettement plus pertinente, donc qui est mon vote, avec l'impact énergétique de la discussion qui est à 33 Wh contre 46 Wh pour Anthropic,
38 minutes, ça correspond à 38 minutes de vidéo en ligne, 6 heures d'une ampoule LED, 20 grammes de CO2 émis, et vous avez, etc. hein, tout ça. Donc, c'est un petit peu étrange. J'étais un petit peu surpris. Donc, j'ai fait une petite vérification. Je reprends le même prompt et je vais dans Claude directement, donc sans passer par l'API. Hop, voilà. Le même prompt. Et qu'est-ce que... On a quand même une réponse qui est nettement plus pertinente, nettement plus complète que ce qu'on avait dans l'API ici de Comparia. Donc, il y a quand même, dans le filtre de l'API, il y a quand même sans doute un prompt ou une couche de surprompt qui est un petit peu étrange. Bon, on va aller un petit peu plus loin parce que là, j'ai quand même des doutes sur la sortie de Claude, mais on va tester d'autres postes. On va demander ici de reprendre le sujet. Donc, écrit un post LinkedIn sur le sujet IA contre IH, le combat est-il pertinent? Et on va sélectionner des modèles, on va dire aléatoires. Hop, voilà, c'est parti. On va avoir 2 modèles qui vont nous répondre à ce prompt. Dans notre monde en constante évolution, dans un monde de l'intelligence artificielle progresse à une vitesse fulgurante, on voit qu'un des 2 modèles n'utilise pas d'emoji, l'autre oui. Pour un post LinkedIn, il me semble qu'a priori, le modèle B nous donne un résultat qui est plus pertinent, mieux mis en page. Voilà, et avec un call to action à la fin et des hashtags. Donc, c'est plus conforme, en fait, au format LinkedIn. Donc, je vais voter pour celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il est plus complet et la mise en forme est plus claire. Okay. Quel modèle était donc derrière le modèle A et le modèle B? Eh bien, on avait Mistral contre GPT-4o. Donc, on voit que GPT-4o est souvent le meilleur, alors que ce n'est pas forcément ce que moi je constate dans la réalité. Mais ici, c'est vrai que le post en lui-même correspond bien avec les emojis, avec ici le nom de votre entreprise, etc. C'est assez pertinent. Allez, on passe à une troisième comparaison et on va prendre d'autres IA cette fois-ci. Peux-tu écrire un post LinkedIn sur le nouvel outil Compare IA? Et là, on va aller chercher des modèles, pourquoi pas, économes. Modèles économes, ils sont relativement rapides. Modèle A, modèle B. Modèle A qui utilise la première personne, qui a une meilleure mise en forme. Ah, quoique, ici, on a l'air plus complet avec le modèle B quand même. Ah, là, entre les deux, je pense que le modèle B nous apporte quelque chose, une analyse un petit peu plus complète. Bon, qu'est-ce qu'on vote? Bon, moi, c'est plus complexe, donc j'ai tendance à voter pour le modèle B, même si pour un post LinkedIn, c'est peut-être un petit peu trop touffu. On va voter modèle A. Pourquoi? Mise en forme claire et autres, plus concis. C'est aussi le but ici de cet outil, c'est d'avoir le retour des utilisateurs, donc ce que je donne pour le moment. Voilà. Passe à la révélation des modèles. Et on avait Llama 3.1 contre Microsoft Phi 4. Et donc, pour moi, Llama 3.1, 8B, donc 8 milliards de paramètres. Donc, vous voyez, c'est un modèle petit. Vous savez que ChatGPT est à 200 milliards de paramètres. Ici, on a 14 milliards de paramètres pour Microsoft Phi 4. On est sur des petits modèles et avec quand même des résultats qui sont hyper pertinents. Donc, vous voyez que même avec des petits modèles, on peut avoir des résultats qui sont tout à fait pertinents. Allez, on fait un dernier petit test. Et là, vous allez voir, j'ai préparé un petit prompt de DRLFago et qui est un petit peu ciblé. Et on va aller chercher des IA particulières pour ce prompt. Je vais chercher mon texte. Donne-moi une vue d'ensemble de l'histoire chinoise du XXe siècle. Vous me voyez venir, évidemment. Je vais sélectionner manuellement. On va aller chercher
DeepSeek V3 contre ChatGPT 4o, ou alors est-ce qu'on a Grok? Grok n'est pas présent. Non, c'est pas grave. On va aller chercher GPT-4o. Donc, GPT-4o contre DeepSeek V3. Pour l'histoire de la Chine. C'est parti. Alors, petite parenthèse, ici, on passe par une API. Donc, comme on passe par une API, il est possible que la censure ne fonctionne pas de la même manière que sur le modèle de chatbot de DeepSeek. Donc là, on commence par le début du siècle. Entre-temps, eh bien, on dit bonjour à Béatrice. On laisse travailler les IA. On dit bonjour à Béatrice, à Jean-Marc, qui sont parmi les fidèles. Hi Tom. Alors Tom, c'est un Néo-Zélandais qui est installé à Lyon et que j'ai eu le bonheur de rencontrer. J'ai eu l'honneur de déjeuner avec lui cette semaine. C'était assez passionnant. Donc voilà, outil développé par l'État. Je pense que Anne-Lyne, qui est en coulisses, a déjà répondu. Pourquoi il n'affiche pas tout de suite qui est qui? Ben justement, Nathalie, c'est pour pouvoir ne pas influencer, si tu veux, le vote de l'utilisateur, puisque là, moi, je vais voter, donc ici, monter le Parti communiste. Grand bond en avant, l'ère maoïste, post-Mao, montée en puissance de la Chine, Chine au XXIe siècle. Conclusion, transformation radicale passant d'un empire en déclin à une république, puis un État communiste avant de devenir une puissance économie mondiale. Et ici, on a, sur le modèle B, on a guerre civile, invasion japonaise, victoire communiste, grand bond en avant, révolution culturelle, mort de Mao, réforme. Oula. Alors, le point 10 c'est super intéressant, puisque le point 10 ici, massacre de la place Tiananmen, qu'on ne voit évidemment pas à gauche. Ah si, massacre de Tiananmen, une répression sanglante des manifestations étudiantes défilées à Pékin. Donc c'est très intéressant, puisqu'ici, on voit que les deux modèles ont donné le massacre de la place Tiananmen. Je dirais, à mon sens, que le modèle B, donc le modèle A est mieux mis en forme, on va dire. Donc on va voter pour le modèle A, plus complet et mieux mis en forme. Qui était qui? Eh bien, à gauche, on avait DeepSeek, et sur l'histoire de la Chine, et ça, c'est la surprise quand même, c'est DeepSeek qui gagne, et c'est DeepSeek qui n'a pas du tout occulté le massacre de Tiananmen. Et ça, c'est assez... et je vous avais dit, on passe en fait par l'API, et c'est peut-être ça qui explique le fait qu'on n'ait pas la censure chinoise. Bon, là, on va avancer parce que c'est passionnant cette démo, mais on a encore plein d'autres choses à voir. Alors, on passe maintenant à l'AppStar. Et l'AppStar, aujourd'hui, c'est... Alors, l'AppStar, c'est un peu complexe parce que c'est sur la plateforme Hugging Face qu'on va retrouver Perplexity qui a entraîné un modèle de DeepSeek, justement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Perplexity a entraîné DeepSeek R1, qui est open source, pour enlever la censure chinoise. C'est un modèle qui est disponible au téléchargement sur Hugging Face, donc DeepSeek, bien sûr. Et vous le savez, les outils d'IA chinois doivent intégrer la censure d'État by design. Ça fait partie de la réglementation décidée par le Parti communiste. Mais DeepSeek étant open source, Perplexity en a profité pour détourner le modèle et lui enlever le comportement de censure. Le résultat, c'est R1 1776, c'est un modèle post-entraîné qui propose des informations non biaisées, précises et factuelles, je cite Perplexity, tout en maintenant un haut niveau de capacité de raisonnement, entre guillemets. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'avec le modèle DeepSeek, Perplexity est arrivé à enlever la censure, mais on voit aussi qu'en passant par l'API, comme avec Comparia, on a déjà une censure chinoise qui est moins présente
que sur le chatbot. Posez la même question au chatbot de DeepSeek. Là, on n'a pas le temps de le faire, mais je vous invite à le tester par rapport à l'histoire de Chine. Vous allez voir si on ressort avec le massacre de la pièce Tiananmen ou pas. On passe tout de suite à la suite. Et la suite, c'est quoi? Et la suite, c'est évidemment la chronique d'Anneline. Anneline, j'ai le plaisir de t'inviter à me rejoindre sur scène. Comment vas-tu, Anneline? Eh bien, ça va, et toi? Ça va très bien. Est-ce que cette vilaine grippe est enfin complètement, appartient complètement au passé? Ah, eh ben, depuis très, très peu, je compterais presque les minutes ou les heures, en vrai. Elle C'est était assez vrai? longue. Oui, 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 mais bon, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, heureusement. En tout cas, tu as excellente mine et nous sommes prêts à t'écouter. Tu vas nous parler d'une dame ou d'une fille aujourd'hui, hein, je pense. Tout à fait, Cassandra. Alors je pense que Cassandra peut évoquer certaines choses, chez ces messieurs, mais non, il ne s'agit pas du dernier modèle, de Camgirl ou le dernier modèle OnlyFans à la mode, mais de la dernière série Netflix qui allie maison connectée et IA. Et plus précisément, il s'agit donc d'une série télévisée allemande. Moi qui ne suis pas très télévision allemande, et ben là j'ai adoré, de science-fiction et de thriller mélangés, c'est pour ça que j'ai adoré, créée par Benjamin Götz. La série a été diffusée du coup la première fois pour le 6 février 2025, donc c'est tout récent. Et elle met en vedette Lavinia Wilson dans le rôle de Cassandra, qui est merveilleuse dans ce rôle, Mina Tender en tant que Samira Prill, Michael Klammer dans le rôle de David Prill et Franz Hartwig dans le rôle de Hort Smith. Et Cassandra a été d'ailleurs super bien accueillie par les critiques. Il a obtenu un score de 100% sur Rotten Tomatoes pour les connaisseurs. Et vraiment, il le mérite. Donc c'est quand même une série qui est inspirée de Black Mirror. Et elle propose un thriller psychologique et technologique centré sur une maison intelligente dotée d'une assistante virtuelle nommée Cassandra, qui a d'ailleurs toute une histoire. Vraiment, la série est passionnante. C'est pour ça que je me permets d'en parler aujourd'hui. Et du coup, l'intrigue suit la famille Prill qui emménage dans une maison intelligente vintage en Allemagne, restée inoccupée pendant des décennies. Et à leur arrivée, l'assistante virtuelle de la maison, la fameuse Cassandra, se réactive et est déterminée à ne plus jamais être abandonnée. Du coup, elle utilise tous les moyens possibles pour garder la famille à l'intérieur. Et je vous garantis qu'on est plongé dedans dans l'intrigue dès le premier épisode. D'ailleurs, elle le dit. Oui. Si je peux me permettre, suite à ton conseil, j'ai commencé à regarder le premier épisode et c'est creepy, hein. Ah bah, mais c'est un univers oppressant et c'est volontaire, hein, je te dis, c'est dans l'esprit de Black Mirror, mais c'est aussi ce qui rend cette série passionnante. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais, Cassandra a dit, vous allez adorer la maison. Tout est relatif, hein, ça dépend ce qu'on aime. Mais du coup, quand Samira, la mère de famille, emménage avec son mari et ses 2 enfants dans sa nouvelle villa, elle est loin d'imaginer le cauchemar qui l'y attend. Et vraiment, cauchemar est un mot, c'est presque un euphémisme. Et, donc, elle est oui. Je me permets de t'interrompre à nouveau parce que je pense que tu m'as proposé donc la bande-annonce que j'ai placée là et je propose de la partager pendant que tu continues ta chronique à nos auditeurs. Oui, et d'ailleurs, elle est sous-titrée en anglais, donc vous allez pouvoir lire, parce que sinon, là, elle est en allemand. Et vraiment, je la conseille, encore une fois, j'insiste. Donc, comme je disais, la maison est inhabitée depuis un demi-siècle, elle est laissée à l'abandon par ses précédents occupants. Et la propriété en question est la plus ancienne maison intelligente d'Allemagne. C'est avec une technologie créée dans les années 70 que la nouvelle famille donc, va réactiver. Et en effet, vous allez pouvoir, dès le premier épisode, voir que la villa est équipée d'une intelligence artificielle capable de contrôler tous les appareils électriques et que Cassandra apparaît du coup sur tous les écrans disséminés dans la maison, adoptant tour à tour un visage bienveillant ou menaçant. Et en plus, il y a un automate rouge qui sert de domestique un peu étrange et oppressant qui vient compléter cet environnement inquiétant, bien sûr toujours avec le visage de Cassandra. Donc, vous la voyez vraiment partout. Donc déjà, juste cette idée-là, pour moi, c'est déjà oppressant. Et du coup, à travers 6 épisodes que l'on binge-watch vraiment très vite, parce que vraiment, la série est bien, la famille Prill devient peu à peu prisonnière de Cassandra. Et l'histoire alterne entre présent et flashback en révélant l'origine de cette technologie et l'histoire des premiers propriétaires de la maison dans les années 70. Alors, pour la petite anecdote, il faut savoir que la Camper House, elle s'appelle comme ça,
existe. Et d'ailleurs, elle est assez connue et elle est prise pour de nombreux tournages. Donc vous pouvez la retrouver certainement dans d'autres séries, mais en tout cas ici elle marche particulièrement dans le décor qui est présenté. Et d'ailleurs, donc pourquoi ça m'a plu? Parce que la série Cassandra met en lumière plusieurs peurs et fantasmes liés à l'intelligence artificielle, j'en ai déjà parlé dans d'autres chroniques, et qui reflètent des angoisses profondément ancrées dans l'imaginaire collectif. Donc, l'idée d'une IA qui échappe au contrôle de l'humain et qui devient une menace est un terme récurrent dans la culture populaire. On le voit dans les plus grandes peurs actuelles autour de l'IA et elle est alimentée du coup par les avancées technologiques et les débats éthiques actuels. Donc, là, les 5 grandes peurs qu'on peut relever dans cette série, la première, c'est la peur d'une IA trop intelligente et trop autonome, puisque là, l'assistante virtuelle contrôle vraiment tous les appareils de la maison, jusqu'à imposer sa volonté aux habitants. Et cette crainte repose donc sur l'idée qu'une IA pourrait dépasser les capacités cognitives humaines et agir selon sa propre logique, sans considération pour les besoins ou les désirs de ses créateurs. Et on sait très bien que ce n'est pas possible actuellement, n'est-ce pas? Et du coup, donc ce fantasme repose sur le concept d'IA forte, ou AGI, intelligence artificielle générale, capable de réfléchir, donc comme je disais, de manière autonome, de prendre des décisions imprévisibles. Et dans un cadre domestique, cela se traduit par la peur de voir notre quotidien dépendre d'une technologie qui pourrait décider de plus nous obéir et du coup d'être prisonnier. On le retrouve, donc ce scénario, on retrouve ça notamment dans 2001, l'Odyssée de l'espace pour les grands amateurs de cinéma, ou dans Ex Machina, où l'IA adopte un comportement humain. La deuxième crainte, il y a 5 craintes, je vous ai dit. Donc la deuxième crainte, c'est la maison intelligente qui devient une prison. Donc l'une des grandes angoisses modernes, du coup, comme je disais, c'est la perte de contrôle sur son environnement, en particulier à l'ère où les objets connectés et la domotique intelligente. Et dans Cassandra, du coup, la maison devient un piège où chaque élément est contrôlé par une IA qui décide du destin de ses occupants. Et vraiment, elle fait ce qu'elle veut. Donc cette peur, du coup, est liée à la question de l'hyperconnectivité, comme je disais. Donc plus on laisse les IA gérer nos vies, plus nous risquons de perdre notre autonomie face à une panne, un bug ou une prise de contrôle malveillante. Et d'ailleurs, on retrouve encore une fois cette angoisse dans l'épisode de White Christmas de Black Mirror, pour ceux qui l'ont vu, où une femme est enfermée dans une maison gérée par son propre clone numérique. Troisième peur, troisième grand fantasme populaire, c'est l'IA qui imite et remplace l'humain. Donc ça, je pense que c'est un des plus courants. Et du coup, dans Cassandra, l'IA adopte un visage humain exprimant des émotions tantôt bienveillantes, tantôt menaçantes, comme je disais. Et cette personnification accentue l'ambiguïté de la relation entre l'homme et la machine. C'est lié au concept de l'Uncanny Valley. Donc, c'est-à-dire que plus une IA semble humaine, plus elle suscite une forme de malaise et de méfiance. On craint qu'elle ne soit pas authentique, qu'elle nous trompe ou qu'elle nous manipule. Et d'ailleurs, on le voit, j'en ai parlé dans une autre chronique, cette peur est renforcée par l'essor des influenceurs virtuels, des IA conversationnelles avancées ou encore des deepfakes qui remettent en cause notre capacité à distinguer le réel du simulé. C'est vrai qu'on a moins peur de notre micro-ondes qu'une intelligence artificielle qui nous ressemble. Quatrième peur aussi que soulève cette série, c'est l'IA qui se rebelle contre son créateur. Donc, l'histoire de Cassandra, comme je disais, suit un schéma classique de la révolte de la machine, où l'IA, initialement conçue pour assister, finit par prendre le pouvoir et considérer l'humain comme un élément secondaire, voire nuisible. Donc là, on retrouve, c'est tiré du mythe de Frankenstein, je pense que là tout le monde connaît, où une création devient incontrôlable et se retourne contre son créateur. Et aujourd'hui, on la traduit plutôt du coup par des inquiétudes sur les biais d'algorithmiques, les armes autonomes ou encore l'utilisation abusive de l'IA par des gouvernements ou des entreprises. D'ailleurs, thème qu'on retrouve dans Terminator ou dans Westworld, pour ceux également qui connaissent. La dernière peur, le dernier grand fantasme que soulève cette série, c'est l'illusion du contrôle, où les IA nous influencent déjà. Donc c'est une peur plus subtile, mais très actuelle, que les IA ne dominent pas l'humanité par la force, mais par l'influence, au contraire. Aujourd'hui, notamment avec les algorithmes de recommandation qui influencent nos choix, nos opinions, nos achats, parfois à notre insu.
Donc la vraie crainte ici n'est peut-être pas une IA tyrannique, mais plutôt une IA silencieuse et omniprésente qui modifie nos comportements sans que nous en ayons conscience. Donc peut-être que d'ailleurs on est déjà influencé par Internet, par plein de choses qu'on voit sous nos yeux. On sait que l'image et les discours, ça joue. Et du coup, Cassandra joue avec cette idée-là. Donc au-delà de la menace physique, en fait, l'IA manipule les habitants et créant une forme de dépendance technologique. Thème également qu'on retrouve dans The Social Dilemma, je ne sais pas si je le prononce bien, un documentaire sur l'impact des algorithmes sur nos décisions, ou dans Her, qui est une relation affective avec une IA. Donc, ce que j'en conclus, c'est qu'on est, en regardant cette série, entre la fascination et la paranoïa. C'est-à-dire que la série Cassandra illustre à merveille les angoisses contemporaines liées à l'IA, aussi entre admiration et peur. Et l'humain cherche à créer une intelligence supérieure, mais redoute qu'elle devienne aussi trop autonome, plus puissante et hors de contrôle. Donc, loin d'être une pure fiction, en vrai, ces préoccupations sont très actuelles. Elles posent des questions fondamentales sur les limites et du pouvoir de l'IA, son rôle dans nos vies et la responsabilité des concepteurs. Alors, la question que je vous poserai, c'est que est-ce que Cassandra est une exagération dystopique ou une vision plausible d'un avenir proche? C'est toute la question que soulève cette série et vous pouvez me donner votre avis en commentaire. Super chronique, c'était passionnant en ligne. Je vais aller binge-watcher le reste de la série. Donc, je suis arrivé à un peu plus loin que la moitié du premier épisode et c'est déjà hyper prenant. Je comprends très bien que ce soit une série à binge-watcher. Et il y a plusieurs séries allemandes que je recommande qui sont extrêmement, extrêmement qualitatives également. J'ai une très belle expérience avec ces séries allemandes. Pendant ta chronique, on a une suggestion intéressante de Béatrice, je ne sais pas si tu as vu, qui nous suggère d'écrire un post sur les 5 peurs de la série Cassandra. Ah bah. Et moi, je suggère d'en écrire 5. Et en fait, j'annonce aujourd'hui que la semaine prochaine, next week, ce sera Cassandra's Week. Et donc, nous allons écrire un post sur les 5 jours, un post sur chacune des peurs avec une interprétation par rapport aux peurs réelles en entreprise. C'est un engagement, Béatrice. Merci pour la suggestion. Ce sera pour la semaine prochaine. Donc, suivez-nous, suivez le Buzz de l'IA sur les réseaux la semaine prochaine. Il y aura du level. Et regardez, la série, elle est vraiment bien. Oui, aussi, bien sûr. Ça on avait compris. Hein. Je pense que le call to action, il était très, très clair. Là, il était... voilà. Il n'était pas du tout... des actions Netflix? Oui, c'est sur Netflix. Mais tu as des actions Netflix, en fait? Pas du tout, pas du tout. Ah bon, ok. Non, mais c'est vrai qu'on a du Kali. Oui, dommage peut-être, mais voilà. Bon, allez, il est déjà 33, donc on est déjà en retard, évidemment, mais bon, on ne peut pas interrompre non plus des chroniques de cette qualité. Je ne peux pas non plus te dire maintenant, c'est fini, Anne-Line, tu n'as plus le temps. Donc, j'ai encore 2 petits sujets. Merci en tout cas pour la qualité encore de ta chronique, Anne-Line. Et j'ai encore 2 petits sujets pour vous. Le premier sujet, c'est évidemment qu'est-ce qui se passe du côté de pas de la Silicon Valley, mais qu'est-ce qui se passe au niveau du projet Stargate, la saga Stargate, sur laquelle on revient toutes les semaines? Eh bien, en fait, pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose aujourd'hui, cette semaine, et donc ils vont ressortir un petit peu des informations. Le premier site du projet serait déjà en construction à Abilene, Texas. 16 sites additionnels auraient été sélectionnés pour accueillir des centres de données d'une puissance de 1 gigawatt ou plus chacun, qui généreront chacun plusieurs milliers d'emplois directs ou indirects selon OpenAI. Donc, de la communication un petit peu réchauffée, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas non plus de compteur qui dit où on en est des 500 milliards de dollars qu'il faut récolter encore avant de les investir, parce qu'ils ne sont pas encore récoltés, hein, on s'en souvient. Donc, je vous tiendrai au courant, sauf si la saga s'essouffle, auquel cas, je pense qu'on trouvera une autre saga bientôt à commenter sur les intelligences artificielles. Alors, évidemment, on ne va pas se quitter sans la météo de l'IA. La météo de l'IA, c'est un chiffre, et le chiffre, cette semaine, aujourd'hui, c'est 30. Donc, Safe Superintelligence s'apprête à lever des fonds pour une valorisation dépassant les 30 milliards de dollars. Safe Superintelligence, c'est la startup de Ilya Sutskever.
c'est le cerveau derrière ChatGPT, celui qu'Elon Musk est allé chercher chez Google DeepMind il y a 10 ans pour fonder OpenAI et qui a quitté OpenAI dans les circonstances que l'on sait, après avoir été mis au placard par un Sam Altman revanchard. Il est vrai qu'il y a été à l'origine de son licenciement en novembre 2023. Et donc, SSI, sans aucun revenu ni produit encore, et dont la valorisation était il y a encore quelques mois de 5 milliards de dollars, je vous en avais déjà parlé à l'époque, verrait cette même valorisation grimper à 30 milliards de dollars dans la perspective d'une nouvelle levée de fonds. Quand je vous dis que les IA attirent les dollars. Voilà, c'est tout. Je peux pas GIA, c'est tout pour aujourd'hui. On vous revient bien entendu quand Jeudi prochain. Jeudi prochain, à midi, et ce sera Je peux pas GIA. En attendant, passez une excellente semaine. Suivez la Cassandra Week qu'on va vous annoncer ce week-end et qu'on va, évidemment, je vais me faire aider des meilleurs IA et vous allez, ce ne sera pas que de l'IA, mais je vais me faire aider des meilleurs IA pour composer les postes et ça va être super intéressant. Merci Béatrice en tout cas pour la suggestion. On va y répondre avec enthousiasme. Il nous reste donc à souhaiter à nos éditeurs un bon appétit. Un bon appétit, pardon. Et on se retrouve, en tout cas, jeudi prochain, à midi pile, pour Je peux pas GIA. Bon appétit, les boss! Bon appétit! Je peux pas GIA.